Ben oui, Vincent, j'attendais. Allô, bonjour à tous. J'ai une question pour Olivier et pour Jérémy. Merci à vous deux. Euh, Olivier, donc tu proposes une définition qui est extensive, c'est-à-dire tu te dis une bonne définition, c'est une définition qui est capable de capturer l'ensemble des traits marquants qui sont soulignés par l'ensemble des individus qui ont à voir avec cette notion-là, ok? En tout cas par la littérature. Euh, Mais pour me faire l'avocat du diable, je dirais, ouais, mais là, tu es gentil, Olivier, mais cette conception objective du risque, c'est n'importe quoi. Le risque, on sait que c'est un truc subjectif. C'est pas une disposition des choses, c'est une disposition des agents dans un rapport au monde. Alors, on comprend bien pourquoi est-ce que tu vas avoir une définition la plus large possible, parce que d'abord, elle te permet d'avoir plein de données différentes, et puis de prendre en compte tous les traits qui sont marquants pour le problème que tu veux résoudre. Par exemple, dans le domaine de la santé, en fait, tu voudrais avoir à la fois des déterminations objectives et subjectives du risque. Par exemple, détermination subjective du risque pour savoir pourquoi est-ce que les gens sont plus ou moins compliants, par exemple, dans leurs traitements médicaux. Mais est-ce que ça, cette définition, je te pose la question à titre de philosophe, est-ce que, est-ce que la recherche opérationnelle que tu fais quand tu fais ça, comment elle se négocie avec l'option philosophique que tu peux avoir, qui consiste à dire non, moi je pense que le risque c'est subjectif, ou je pense que le risque au contraire c'est une composante objective du monde. On l'appelle risque simplement par facilité, mais c'est autre chose, c'est quelque chose comme le hasard. Imaginons qu'il y ait des normes objectives de l'évolution, puis la maladie c'est un risque pour tous les individus qui sont concernés par cette maladie-là. Donc, comment est-ce que tu réconcilies, on pourrait dire, l'œcuménisme nécessaire de la recherche opérationnelle, puis un parti pris métaphysique, en l'occurrence, sur ce que c'est que le risque en vrai? Mhm. L'autre question, puis juste la question pour Jérémy, c'est une question toute simple. Jérémy, je voudrais savoir, est-ce que tu as pu corréler euh, l'apparition de nouvelles thématiques de recherche avec l'avancement dans la carrière des gens qui font apparaître ces nouvelles thématiques. Genre, quand tu es 2 ans après ton PhD, c'est toi qui es le producteur de nouvelles thématiques, ou au contraire, c'est des gens qui ont besoin de se réorienter dans la carrière, donc après 10 ans, il faut qu'ils trouvent un nouveau truc. Voilà, je vous remercie tous les deux. Ouais. Est-ce que c'est parce que je cherche un livre classique qui me sort de la tête rapidement, mais je l'ai dans une boîte quelque part, parce que c'est un bon exemple, en fait, pour appuyer le point. Donc, je dirais, la manière que j'approche ça est assez démocratique par rapport à la littérature, dans le sens où, puis peut-être que c'était pas tout à fait clair que je suis allé rapidement là-dessus. Quand je distingue les deux littératures, c'est assez caricatural, en fait. Au sens où, là, comme je dis, j'oublie le nom, mais il y a des gens, il y a 2 auteurs, 2 anthropologues, typiquement du côté davantage de la sociologie des risques, qui vont proposer une définition du risque qui met davantage l'accent sur l'aspect subjectif. Puis dans la définition comme telle, tout ce que moi j'appelle l'aspect objectif est complètement éclipsé. Mais par contre, quand on lit l'introduction, la conclusion de leur bouquin, clairement, à des endroits, ils vont dire ah oui, mais les risques, ça peut exister, qu'on sache non. Beck fait la même chose dans la société du risque. Il conçoit le risque comme quelque chose d'hyper subjectif, mais en même temps, il n'arrête pas de dire qu'on ne sait pas tous les risques qui surviennent dans notre environnement. Donc, c'est pas tellement que les gens ne sont pas d'accord là-dessus, c'est surtout quand ils vont proposer une définition formellement que ces dimensions-là ne vont pas se retrouver dedans. Puis ce qui arrive en ontologie appliquée, c'est quand moi je lis le bouquin, je peux comprendre ça et être charitable. L'ordinateur, il ne peut pas. Il a besoin d'avoir toutes les informations dans la définition, sinon il ne pourra pas faire les inférences qu'il a besoin de faire. Donc je dirais que c'est à moins de cas extrêmes, ça couvre assez largement ce que la plupart des gens disent sur le risque. Là. Jérémy, à toi? Comme c'est une bonne question. En fait, ça ne cadrait pas tout à fait dans ma question de recherche, par contre, initialement. Ma question de recherche est vraiment sur comme les individus périphériques. J'ai comme défini périphérie par des connexions. Initialement, par contre, je voulais adresser ces enjeux-là, et notamment, entre autres, avec juste le nombre de papiers, les autres métadonnées d'auteurs.
mais je me suis rendu compte que les métadonnées de la banque n'étaient pas assez précises pour me permettre de répondre à la même question en fait, que vous avez soulignée. Entre autres parce que moi, ce que j'ai fait, j'ai moissonné les métadonnées sur le profil d'auteur, mais c'est comme le poste actuel de la personne. Donc, je perdais comme toute l'évolution quand la personne était chercheur dans le département, ensuite senior advisor, etc. Donc, ce que je devrais faire plutôt, c'est d'aller chercher la métadonnée dans le plein texte, parce que au niveau du plein texte, il y a la mention d'affiliation et les textes, en fait, mentionnent le titre actuel de la personne. Mais oui, effectivement, ça aussi, le titre, le nombre de papiers, c'est tous des éléments qui sont intéressants à contrôler, mais que pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Non. Merci. Louis-Robert, tu avais une question? OK. Mettons, oui. Merci. Ouais, j'avais une question pour Jérémy. Je ne sais pas si ça a le rapport, là, puis je vais comme juste pas t'envoyer hors de ta discipline. Mais tu parles de politique publique puis d'institutions. Fait que là, je vais peut-être te ramener un peu plus en Sciences Po, là, mais laisse ça aller si ça ne te concerne pas. Mais je me demandais si tu avais regardé la littérature là, sur les communautés épistémiques, puis comment les idées voyagent justement dans ces réseaux-là. Il y a beaucoup de trucs qui s'écrivent justement comment les policy brokers amènent des nouvelles idées dans des institutions comme la Banque du Canada. Puis donc, je te suggérais peut-être d'aller voir ça. Là. Je ne sais pas s'il y a l'équivalent en sociaux ou compagnie. Donc, communauté épistémique. Sinon, as-tu considéré aller peut-être parler à des gens à Ottawa d'expérience? Ils sont super ouverts et super parlables, beaucoup plus qu'à Québec. On dirait qu'ils sont moins gênés de discuter à des chercheurs. Je ne sais pas à quel point ça peut être pertinent, mais si tu veux voir justement comment l'historique de quelqu'un qui jamais devient un acteur plus prépondérant qui amène son idée, ça pourrait être intéressant d'avoir peut-être un récit ou deux. Là. C'est pas des questions, là, c'est des suggestions. OK, donc ta première question parlait sur comme la notion de communauté épistémique, comme une compréhension un peu différente. Là. Je la tire dans Philo, mais si tu parles de communauté épistémique comme juste des groupes de recherche, puis des liens entre les groupes de recherche, oui, c'est drôle que tu le mentionnes parce qu'en ce moment, il y a un papier qui s'en vient là-dessus pour la Banque d'Angleterre, en fait, par François, puis d'autres gens en Europe. Et en fait, les banquiers centraux sont une communauté épistémique. Il y a beaucoup de voyagements d'idées, mais il y a aussi beaucoup de cas spécifiques, comme la Banque d'Angleterre, c'en est un. Et ce que moi, je voulais m'intéresser, c'est les programmes de Visiting Scholars. La Banque du Canada en a des gros. Ça pourrait jouer le rôle de ce que tu dis, là, de broker d'idées, parce que la Banque du Canada collabore surprenamment beaucoup avec des scholars canadiens, en fait, avec des gens de l'Académie canadienne, de toutes les grosses universités canadiennes, et moins avec des gens comme des États-Unis ou de l'Angleterre. C'est assez intéressant. Puis pour ton deuxième point, les banquiers centraux ne sont pas extrêmement ouverts à parler aux chercheurs, je vais t'avouer. Les communications sont extrêmement contrôlées, entre autres parce que un argument comme assez théorique là, sur le contrôle de l'inflation, là, les discours des banquiers centraux impactent seulement les discours, pas seulement les politiques monétaires, mais les discours, ils arrivent à impacter l'inflation, donc ils contrôlent extensivement leur communication. Et pour parler avec des chercheurs ou des têtes assez haut placées, il faut être proche de ce milieu. Je connais quelqu'un qui, en fait, Clément Fontaine m'a déjà conté que son adresse email, elle avait été bloquée par la Banque d'Europe. Ils sont très sélectifs, mettons. Ce n'est pas de la politique publique normale, dans le fond, la Banque centrale. Là. Pas juste une communauté épistémique, mais c'est un club privé. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Olivier ou Jérémy? On a encore quelques minutes, s'il y en a qui veulent intervenir. Une fois, deux fois. Ah, Martine! Une question pour Jérémy. Là, j'ai compris, là, tu as fait ta maîtrise là-dessus, mais est-ce que tu poursuis ton doctorat sur le même sujet, Jérémy? Parce que j'avais l'impression qu'il y avait des affaires qui étaient encore en cours, tout n'était pas terminé dans ton analyse.
Ben, c'est parce que c'est un projet un petit peu comme sur le side, on va dire. Ah, OK. C'est un projet sur le side parce que je trouve que les banques centrales, un peu comme, en fait, je pense que c'est à cause de François qui m'a contaminé, là, mais sont un objet de recherche vraiment fascinant. Que je continue à travailler là-dessus. Les méthodes sont assez utiles pour travailler cet objet de recherche-là, donc l'analyse de réseau, le text mining, etc. Et plus spécifiquement, ce que je travaille pour mon doctorat, ça va plutôt être les agences subventionnaires, en fait, et ou les nouveaux types d'agences subventionnaires comme la nouvelle infrastructure de recherche numérique. Là. Bref, je me concentre plus sur un autre type d'organisation experte parce que ce que je voulais initialement, comme dans ma tête, là, au mémoire, ce que je voulais faire, c'est la Banque du Canada, c'est un type de système socio-épistémique, ce que j'ai appelé, et il y en a d'autres types, et donc je vais étendre progressivement l'analyse. Mais c'est peut-être des fabulations de jeunes chercheurs, on va voir. D'accord, merci. Alors, ben, s'il y a d'autres questions, c'est le temps. Je sens qu'il n'y en a pas. Il ne me reste qu'à vous remercier d'avoir été présent. Merci aux 4 messieurs qui ont présenté. On a gardé les dames pour la prochaine séance, le fruit du hasard. Donc, merci Olivier, Jérémy, Louis-Robert et Rémi d'avoir participé au colloque des cycles supérieurs. Merci à Hélène et à Martine pour avoir organisé tout ça pendant mon absence. Il y a des moments comme ça dans l'année. Et merci à vous tous d'avoir assisté en grand nombre à cette première séance. Je vous invite à venir nous rejoindre jeudi, je ne sais plus c'est quel jour, bref, le 2 décembre. Mercredi, le 2 Mercredi, le 2 décembre, ça commence aussi à 13h30 pour la suite et la fin de ce colloque des cycles supérieurs 2020. Alors, bonne fin de journée à tout le monde.